Mais au stade où on en est aujourd'hui, le Quai d'Orsay est prudent, très prudent. Et on est avec des doutes, même si pour Jean-Pierre, l'information pourrait s'avérer être vraie et confirmée. Ouais. Il a été réveillé 6 heures plus tôt, en pleine nuit. Al-Qaïda, via un site internet mauritanien, venait d'annoncer l'exécution de son ami Philippe Verdon, otage depuis 16 mois. Pour lui annoncer la nouvelle, non confirmée, un journaliste lui a téléphoné. Je suis là. Comme le ton au départ, il est pas solennel à 2 h du matin, je le prends un peu comme quelque chose de... Voilà, je croyais qu'on allait me dire voilà, où ils sont libérés, voilà. Puis on me demande d'aller voir le site de Noalchoc. Et malheureusement, bon, il ne faut pas longtemps pour comprendre. Hein, voilà. Tout est marqué dedans. Hein. Pourtant, Pascal Lupard, ancien des forces spéciales, pilier du comité de soutien à Philippe Verdon et Serge Lazarevitch, s'active comme si tout restait à faire. Des dizaines de journalistes l'appellent. Il se prépare à partir à Paris. Non, allez-y, profitez-en, je suis en train de décompresser un petit peu là. Il savait que Philippe Verdon, très affaibli, souffrait de tachycardie et de calculs rénaux. Des rumeurs circulaient même sur sa mort depuis août dernier. Les ravisseurs pourraient vouloir masquer un décès dû à une maladie. Est-ce qu'ils ont vraiment exécuté Philippe? Bon, ça c'est un point. Ou est-ce qu'ils auraient manipulé une situation malheureusement déjà horrible et qu'à partir de cette situation, ils mettraient la pression sur l'exécutif français? Pascal maintient en permanence le contact avec Jean-Pierre Verdon, le père de l'otage qui aurait été tué. Voilà. Bon, vous faites un gros bisou à Thérèse. Hein. Voilà, allez. Merci Jean-Pierre. Voilà une courte déclaration de Bernard Cazeneuve qui va donc... Car à 230 km de là, depuis le milieu de la nuit, dans la propriété de Jean-Pierre et Thérèse Verdon, la belle-mère de Philippe, c'est l'effroi. Thérèse trouve la force de dire quelques mots. Depuis 1 h du matin, on est sous tension et c'est très difficile à vivre. Vous vous y attendiez, vous vous êtes préparé à ça? On était préparé parce que on savait la situation du pays et l'État ne donnait pas de renseignements sur leur localisation, donc on pensait qu'ils pouvaient être sous les bombes. C'était très difficile. Puis, elle lit un texte de son mari. Aujourd'hui, je suis trop éprouvée pour m'exprimer et faire un commentaire. D'autant que depuis l'appel du Quai d'Orsay cette nuit à 1 h, je suis toujours dans l'attente d'une confirmation. Malheureusement, je n'ai guère d'espoir. Jean-Pierre Verdon. Son mari, Jean-Pierre Verdon, 83 ans, et Pascal Lupard du comité de soutien. Nous étions en train de les suivre, eux et plusieurs familles d'otages, quand la terrible nouvelle, toujours en cours de vérification, est tombée ce mercredi. Un choc et une incertitude de plus pour les familles des 15 otages français retenus en Afrique. Je vais continuer à me battre pour mon père. Des journées douloureuses et éprouvantes. Il n'y a pas de mode d'emploi quand on devient famille d'otages. Alors que cette même semaine, les ravisseurs donnent un signe de vie de la famille Moulin-Fournier, la polémique autour du refus martelé de payer toute rançon enfle. À mot couvert, mais enfin il a été parfaitement clair en disant on ne paie pas. Il nous l'a dit. Nous avons partagé une partie du quotidien de ces familles et de ses amis qui n'étaient pas préparés à vivre ces interminables journées d'angoisse. Le 12 mars, 6 jours avant l'annonce de l'exécution de Philippe Verdon, nous étions donc avec Pascal Lupard, l'ami. 16 mois après l'enlèvement, il s'inquiétait pour la santé de Philippe en regardant son visage issu d'une vidéo des ravisseurs. Quand je vois la photo du bas et quand j'entends parler Philippe, c'est-à-dire quelqu'un qui avait d'habitude le verbe fort, quelqu'un qui savait parler, qui parlait bien, qui parlait droit, j'emploierais un terme qui est un peu péjoratif, mais je dirais que Philippe il a lâché la rampe il y a un an. Voilà. Alors il a lâché la rampe physiquement, il a lâché la rampe intellectuellement, il a lâché la rampe avec des problèmes de santé. Et malheureusement, depuis un an, nous on continue avec la douleur, mais lui je ne sais pas avec quoi il vit. Voilà. Et ça c'est horrible.
Philippe Verdon, 55 ans, et Serge Lazarevitch, 49 ans, 2 aventuriers bons connaisseurs de l'Afrique, étaient partis monter une cimenterie au Mali. Ils y ont été enlevés fin novembre 2011, il y a bientôt 1 an et demi. Pascal, l'ancien militaire, reconverti dans la sécurité privée, va, comme chaque semaine, rendre visite au père de Philippe. Pour la famille, depuis 3 mois, l'inquiétude est encore montée d'un cran avec le début de l'intervention militaire française au Mali, dans la zone où se trouveraient les otages. L'opération Serval n'a jamais été une opération pour libérer les otages. Les otages sont à l'intérieur, malheureusement, il faut faire avec. Voilà. La famille Verdon réside dans cette belle maison du Périgord. Le 14 mars, nous avions donc rencontré Jean-Pierre Verdon, un père de 83 ans, ancien cadre régional dans l'automobile. Depuis l'enlèvement, il se démène jour et nuit pour tenter de savoir où est son fils. On va comparer à château pas brillant. On disait hier, il m'a donné le nom du village hier. Bon, ça, ce sont des zones, si vous voulez, qui sont complètement isolées, quoi. Il n'y a pratiquement pas de vie, là. Ils peuvent traverser tranquille, là. Il ne faut pas, faut pas rêver. Hein. On sait encore faire. Moi, je suis mais vraiment épuisé, hein, psychiquement, complètement. Alors, on essaie de raisonner. Alors, si on raisonne, vous avez le ministre de la Défense qui dit on les situe dans les IFORAS. Bon. 2, le chef d'état-major qui, lui, est beaucoup plus dubitatif. Le chef d'état-major de l'armée, l'amiral Guillaume, qui est beaucoup plus dubitatif. Bon, au terme de tout ça, on constate, nous, les familles, que nous n'avons aucune nouvelle significative. C'était 6 jours avant l'annonce du décès, non confirmé, de Philippe Verdon. La famille était restée sans nouvelles depuis 13 mois, depuis la dernière preuve de vie, en février 2012. Bon, là, ça a été pour moi un drame parce que j'ai failli ne pas reconnaître mon fils. Tellement il était dégradé physiquement, c'est-à-dire amaigri, il était les traits tombants, etc. Bon. Alors aujourd'hui, évidemment, je crains pour sa vie, compte tenu du contexte militaire, mais je crains aussi pour sa vie au travers de son état de santé. Inquiet et désemparé de ne rien savoir, Jean-Pierre Verdon et Pascal Lupard ont passé des heures ces derniers mois à tenter de glaner des informations par leurs propres moyens. Là, ils téléphonent à un fin connaisseur de l'Afrique, un baroudeur qui sillonne les déserts africains pour son métier. Je me contenterai pas mais je comprends, tout à fait. Donc là, écoutez, moi je pars dans une semaine, vous cherchez pas les otages. Ah, si, on cherche à savoir où ils sont justement, voilà. On cherche à les localiser au plus près, voilà. C'est ça notre problème, voilà. Notre objectif, c'est d'essayer de se faire une idée. On vit dans l'angoisse, vous en doutez, de se faire une idée de l'endroit où peuvent être les otages. C'est moins dur qu'on ne le croit dans le désert parce que tout se sait, surtout dans ces milieux qui sont toujours des milieux de trafiquants, des milieux plus ou moins de jet, etc. Donc c'est un petit monde. Moi je sais par exemple qu'il y a beaucoup de monde, d'Al-Qaïda, Acmi, Al-Fadin, etc. qui se sont installés en Libye. Donc il est fort possible qu'on ait des remontées de tous les petits villages qu'il y a le long des campements, qu'il y a le long de la frontière algérienne, etc. Ouais. C'est ça le plus dur, c'est le manque d'informations. Ah mais c'est-à-dire que quand on vit dans un univers où on est ballotté entre des questions qu'on se pose sans avoir les réponses, c'est carrément insupportable, quoi. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer que ce soit le ministre des Affaires étrangères ou le président de la République, chaque fois j'ai insisté lourdement sur ce besoin de vérité parce que c'est la seule manière qui puisse nous maintenir à flot. Françoise Laribe, elle, a été otage avec son mari Daniel. Elle seule a été libérée. Je vais à Nîmes. Nous avons donc cette manifestation prévue depuis une quinzaine de jours en relation avec les autres villes et les différents comités. La clé. Voilà, et donc pour marquer les 900 jours de détention, 2 ans et demi.
de Daniel, Marc, Pierre, Thierry. Je redis toujours leurs prénoms parce que c'est important. En tout, 5 Français ont été enlevés au Niger en septembre 2010. Françoise avait été libérée 5 mois plus tard. Elle sait parfaitement ce que vit son mari, qu'elle a dû laisser là-bas. Quand on était prisonnier, de temps en temps, on voyait des avions qui passaient dans le ciel, très loin. On voyait les traces comme ça. Et puis on se disait où qu'il aille et on le prendrait bien. Difficile, la privation de liberté, déjà, c'est impensable. La privation de liberté comme ça, tout à fait arbitraire, c'est innommable. Après, on essaie de faire en sorte que les jours passent. Je sais que chaque soir, je me disais, on a une journée de gagnée. Hein, et puis le matin, je disais, il y en a une autre à vivre et on va la vivre. Et puis on va tenir et on va résister parce qu'on ne peut pas faire en sorte de baisser les bras. Donc, il y a des gens qui nous attendent, des gens qu'on aime, qui nous attendent de l'autre côté. Et après, le quotidien est difficile. Les conditions matérielles sont compliquées. On a très peu d'eau, on n'a pas d'eau pour se laver ou très peu. C'est pas facile. Elle n'a pas eu de nouvelles de son mari depuis 10 mois. Une seule lettre reçue en mai dernier. C'est le fait d'avoir laissé mon mari et ses compagnons. Et ça, c'est insupportable. Vous vous sentez libre aujourd'hui, on peut dire ça? Je suis restée aussi là-bas. Daniel me disait, profite de la vie. Quand je suis partie, il m'a dit, il faudrait qu'il en profite. Moi, j'ai trouvé ça, j'y pense. Sa pensée ne me quitte pas une minute. Hein. Moi, je pense à Daniel sans arrêt, à ce qu'il vit. Ça, c'est impensable pour moi d'oublier. J'attends. Son mari, Daniel, 62 ans, ingénieur chez Areva, est retenu en otage avec un petit groupe probablement prisonnier au Mali, Marc Ferret, Thierry Doll et Pierre Legrand, le plus jeune, 27 ans. Il effectuait son service volontaire en entreprise dans une filiale de Vinci. Pascal est la maman de Pierre Legrand. C'est vous faire, c'est les gestes de gens qui entourent. Moi, c'est un voisin qui me l'a offert. C'est une collègue qui l'a peint. C'est peint avec du sable du désert. C'est là où il est. Hein. C'est l'environnement de mon fils depuis 2 ans et demi. Et souvent, je regarde le ciel. Alors, c'est une manière sans doute de penser à lui, de me rapprocher de lui. On dit la lune, elle est la même pour tout le monde, quoi. C'est des petites choses comme ça qui... Voilà. Son fils, Pierre, fait donc partie des otages les plus anciens. Plus de 900 jours. Moi, je compte pas les jours. J'arrive pas. Donc, je les lis de temps en temps, parce qu'il y a quelqu'un qui les compte, mais moi, j'arrive pas à les compter, c'est pas possible. Cette mère de famille, cadre dans la communication pour une grande mairie, n'avait jamais pensé que l'aventure professionnelle de son fils, ingénieur en travaux publics, se transformerait en cauchemar. Il n'y a pas de mode d'emploi. Hein. Quand on devient famille d'otages, c'est ce que j'ai dit, il n'y a vraiment aucun mode d'emploi. Et puis, il n'y en aura jamais. Parce que ce ne sont pas les mêmes lieux, ce ne sont pas les mêmes conditions, ce ne sont pas les mêmes ravisseurs. Il n'y a pas 2 enlèvements qui sont de la même manière. Mais combien de fois, moi, j'ai qu'une envie, c'est de prendre mon sac et d'aller là-bas, quoi. De demander à l'armée française, mais emmenez-moi, recrutez-moi, je pars avec vous, je vais le chercher, quoi. Je veux bien les fouiller les grottes, je veux bien... Alors c'est... mais ce sont la première réaction, je prends mon sac et je vais le chercher, quoi. C'est une angoisse qui est tellement violente que... Quelquefois, je dis, la douleur, elle est tellement grande que j'ai l'impression que je la sens plus, quoi, d'être anesthésiée par cette douleur. Une vie ballottée au rythme des informations non recoupées, écartelée entre le désir de savoir et la crainte de la mauvaise nouvelle à chaque fois qu'à la télé ou à la radio,
on entend le mot otage. L'autre grand titre du jour, c'est cette vidéo comme une nouvelle preuve de vie des 7 otages enlevés au Cameroun à la mi-février dernier. C'était lundi dernier, une vidéo envoyée par les ravisseurs de la famille Moulin-Fournier. Les parents et leurs 4 enfants de 5, 8, 10 et 12 ans ont été enlevés par la secte islamiste Boko Haram au Cameroun alors qu'ils étaient en vacances. Ils commencent à souffrir beaucoup de cette captivité dans un lieu désertique. Nous ne sommes pas habitués aux grandes chaleurs de l'Afrique, dit le père de famille, si c'est bien lui qui s'exprime, et c'est très dur, en particulier pour les enfants. Depuis, pour leur famille, c'est l'inquiétude et le silence. Les grands-parents ne s'expriment pas. Des enfants français otages à l'étranger, une terrible première, un événement de plus pour alimenter le débat sur le versement de rançon. La question revient sur le devant de la scène, car certaines familles d'otages s'inquiètent encore plus depuis leur dernière rencontre avec François Hollande. Le président a rappelé que ni l'État, ni aucun intermédiaire ne paierait de rançon. Ne pas payer permettrait à l'avenir de protéger les Français et de ne pas financer les terroristes. Pascal Legrand ne comprend pas. Votre enfant est en danger quelque part. On vous demande de mettre un prix pour le sauver, lequel mettez-vous? Voilà, je suis confrontée à ça. Donc je ne me pose pas cette question-là. Je n'écoute que l'engagement du président de la République qui s'est engagé à les ramener sains et saufs. Jean-Pierre Verdon, que nous avions rencontré le 14 mars dernier, n'avait rien oublié de cet entretien avec le président. À mot couvert, mais enfin il a été parfaitement clair en disant on ne paie pas. Il nous l'a dit. Le président de la République nous a juré ses grands dieux que c'était pour lui une cause majeure, qu'il en faisait une affaire personnelle, etc., etc. Mais en faire une affaire personnelle sans prendre les moyens d'arriver au bout du bout, ça veut dire que ça paraît très complexe d'aboutir. Or aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il ne projette rien du tout. On a l'impression qu'on a le flou absolu et qu'on a complètement perdu les éléments de contact. Non, mais il n'est pas rendu. Le flou, les mois d'attente, et 6 jours plus tard, dans la nuit de mardi à mercredi... L'information est donc tombée peu après minuit. AQMI aurait tué un otage français. Et selon ses déclarations, le Français qualifiait l'annonce de l'exécution non confirmée de Philippe Verdon. Tôt, ce matin-là, nous avions donc retrouvé Pascal Lupard. Une brosse. Le président du comité de soutien va filer vers Paris pour répondre à tous les médias qui le sollicitent depuis 2 h du matin. Le père de Philippe, Jean-Pierre, ne souhaite plus le faire. Je suis obligé de le faire parce que Jean-Pierre, il est dans un état de fatigue tel. On avait imaginé ce scénario. Malheureusement, quand il vous arrive, comme là, il vient de nous arriver, on ne maîtrise rien. On ne maîtrise rien du tout. Sonné par la mort de son ami qu'il présente comme probable, Pascal considère qu'il est toujours en mission. Il n'y a même plus d'espoir aujourd'hui. Quand j'entends que Jean-Pierre il est complètement résigné, je me dis que voilà. On le fait, c'est par respect, c'est un retour de ce que les médias nous ont rendu pendant 16 mois. Et puis c'est surtout que le combat doit continuer parce que derrière il reste Serge. Donc il faut continuer. Voilà. Il ne faut pas lâcher les bras aujourd'hui. Voilà. Et bon, c'est. Voilà. Là, ça va faire 20 heures qu'on est sur le pont, donc. Et on n'a toujours pas de nouvelles. Arrivé à Paris, il n'a toujours aucune confirmation du décès de Philippe Verdon. Pas de nouvelles. Pascal accepte toutes les invitations sur les plateaux télé. Il retrouve Diane Lazarevic, la fille de Serge, le compagnon d'infortune de Philippe Verdon. Cette jeune femme de 24 ans a donc appris quelques heures plus tôt que c'est le collègue de son père, enlevé et détenu en même temps que lui, qui aurait perdu la vie. J'ai 2 enfants qui sont petits et qui m'aident à tenir et à penser à autre chose, mais c'est difficile. Si Philippe Verdon s'est confirmé qu'il est effectivement décédé, déjà ce matin j'étais dans un état pas possible et j'imagine même pas pour eux, c'est l'horreur. Journée difficile pour cette mère de famille qui, en l'absence d'informations, reste hantée par la maladie de Philippe Verdon et le calvaire de son père. Je me dis, mon père qui était avec lui, ça devait être difficile déjà d'être otage et de regarder quelqu'un à côté de soi dépérir à petit feu.
Ouais, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Pour les familles, pour eux, pour tout le monde. Je vais continuer à me battre pour mon père, pour tous les otages tout court. À chaque fois qu'elle s'inquiète, Diane téléphone ici, au centre de crise du ministère des Affaires étrangères. Depuis mercredi, l'équipe de Didier Lebré récolte toutes les informations qui permettraient de vérifier l'annonce du décès de Philippe Verdon. 4 personnes travaillent ici jour et nuit, 24 heures sur 24, exclusivement sur les otages, pour informer les familles. Il y a deux soirs, il y a une annonce comme ça de l'ACMI qui annonce avoir exécuté un otage. Comment vous réagissez ? Là encore, on leur dit tous les éléments dont on dispose. Là, donc vous appelez les familles ? On appelle la famille, on leur dit que voilà, en étant aussi factuel que possible, une agence qui reprend elle-même une information donnée par un porte-parole, on leur resitue le contexte en leur disant qui est ce porte-parole, a priori quel est pour nous le degré de fiabilité de l'information. En l'occurrence, c'était une information assez fiable ? En l'occurrence, on leur a dit que ça prendrait un peu de temps pour recouper l'information et le confirmer. Le papa de Philippe Verdon sait depuis longtemps, depuis plus d'1 an, depuis qu'on a reçu la dernière preuve de vie, la vidéo, c'est que son fils, parce que c'est son fils, a des problèmes de santé sérieux et que depuis 1 an, il n'a sans doute pas le traitement qui convient. Donc s'il y a une personne affranchie et qui sait le risque en cours, Philippe Verdon, depuis très longtemps, depuis trop longtemps, c'est lui. Donc, bien sûr qu'il est sous le choc, bien sûr que... Mais voilà, ce sont aussi des gens qui sont préparés. Le centre de crise conserve un contact hebdomadaire, voire quasi quotidien avec certaines familles d'otages. Les familles estiment être dans le brouillard. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas d'informations à leur délivrer ou est-ce que vous ne pouvez pas leur donner toutes les informations que vous avez ? Oui, ils ont le sentiment d'être dans le brouillard parce que la situation n'est pas simple. Parce que si on prend nos otages au Sahel, il y a eu plusieurs séquences. Il y a eu un moment où on a perdu le contact, il y a le moment où on est entré en opération militaire sur le théâtre malien, donc ça n'a pas simplifié la possibilité de pouvoir renouer ce contact. Dans la plupart des cas, la relation avec la famille est vraiment une relation de confiance, donc on peut leur dire beaucoup de choses. Mais pas tout. Pas forcément tout. Voilà, elle prend les choses... Ce jeudi, le préfet est venu soutenir le père et la belle-mère de Philippe Verdon. Bonjour messieurs. Le décès n'est toujours pas officiellement confirmé. Accueilli par la gardienne. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, merci de... Vous auriez pu rentrer la voiture. Non, ça va, bonjour madame. Non, je vous remercie, c'est parfait. L'entretien se prolonge. La rencontre dure 2 heures. Bon, alors merci. Merci beaucoup. Ça a été un ballon d'oxygène à votre disposition. Au plaisir. Bon retour. À très bientôt. Jean-Pierre Verdon attend d'avoir une certitude pour s'exprimer à nouveau. Au fil des mois, la mobilisation pour les otages s'est amplifiée. À Nîmes, c'est jour de manifestation pour Françoise Laribe. Comme chaque semaine ou presque, l'un des comités de soutien aux otages organise un rassemblement. Ça y est, on va avec la répétition. Oh mais il y a magie. Ce samedi, c'est pour le mari de Françoise et ses 3 compagnons, les otages enlevés à Arlit. Des amis de partout, du Tchad, des amis de Saint-Céré, on s'est connus au Tchad. Il y a mon ami de fac qui était témoin de notre mariage, enfin qui vient de Perpignan. Je veux dire quand même, c'est voilà. Hein, après il y a les frères et sœurs aussi de Valence, voilà. Et puis non, c'est réconfortant, c'est évident. Oui, il y a les cris de garde. Certains, en effet, sont venus de toute la France. En tout, 150 personnes. Regarde Baptiste. Mets-le bien droit ton panneau. Bien droit Baptiste et haut. Voilà. Vas-y. Comme ça, c'est bien. Tu as qu'à le tenir, c'est un peu lourd peut-être. Hein. Voilà, très bien Baptiste. Une immense banderole avec le visage des otages va être déployée. Voilà. Merci. Alors vous voyez que je suis fermement soutenue et c'est déjà une forme de soutien que
que vous apportez tous par votre présence ici. Vous comprendrez la difficulté que j'éprouve à revenir sur les événements qui, depuis plus de 2 ans et demi, rythment, envahissent notre vie. À ce jour, Daniel, Marc, Pierre, Thierry sont toujours détenus depuis plus de 900 jours dans les étendues du Nord-Mali. Et les événements actuels nous laissent dans une détresse et une angoisse sans nom. Parce que nous avons peur que votre solidarité, à vous tous, symbolisée par cette banderole, nourrisse notre attente, l'espérance de leur retour et seul du retour des autres otages du Sahel et du monde. Merci. Merci à vous. Merci de votre soutien. Autant se croire, autant La France est le pays occidental qui détient le triste record du plus grand nombre d'otages. 15 Français, dont 4 enfants, sont prisonniers en Afrique. Allez, je vais monter sur on va vous aider, allez. Donnez-moi le sac.